pile à l'heure comme vous. Ça, c'est bien organisé. J'ai appris. Tout était plein. Si plein que malheureusement, pour beaucoup, on a ouvert un poste de télévision, retransmission en direct de ce qui se dit ici. Alors je voulais vraiment vous remercier, tous ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là. C'est la 16e année des grandes rencontres, 16e édition. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que tout était plein encore aujourd'hui. C'est un moment particulier, depuis 16 ans, où 6 personnes viennent ici discuter, nous dire comment le monde va, comment leur intimité va, comment ils vivent. Et à la sortie, quand j'entends les conversations de ceux qui étaient présents, c'est toujours généreux. C'est toujours quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose dont ils gardent un souvenir qui n'est pas un souvenir outrageant ni méchant. Voilà. Et voilà, c'est ça que j'aime dans ces grandes rencontres. C'est que c'est un moment d'ouverture. C'est un moment où les gens peuvent changer d'avis, peuvent réfléchir autrement, ou être confortés dans ce qu'ils pensaient. Et tout ça dans le calme, l'échange et intelligence. C'est pas tous les jours que ça se passe. Donc, saluons ces moments. Et pour ça, je dois remercier plusieurs personnes, dont Monsieur le maire, parce que, comme vous le savez, personne n'est payé. Ni les invités, ni les organisateurs, personne. Du coup, c'est gratuit. Et ça permet à tout le monde, jeunes, vieux, riches, pauvres, de venir. Et cet effort-là, c'est un effort pour la ville. C'est quelque chose qui est organisé par la ville, financé par la ville, et tous les maires ne le font pas. C'est un moment intéressant pour une population d'une ville de pouvoir se rassembler pour écouter en toute intelligence des gens dont on n'aime pas le raisonnement, mais qui sont des gens informés et qui ont passé leur vie à réfléchir, à écrire des livres. Je voulais remercier aussi l'équipe du journal La Montagne, associée depuis le début aux grandes rencontres, et qui, par son travail d'information, permet aux gens d'être informés et de rendre compte dans leurs éditions. Et ce travail journalistique-là, j'ai pu l'observer depuis 16 ans, donc depuis 15, est un travail qu'ils font honnêtement et scrupuleusement. Je voulais remercier enfin les libraires, la médiathèque, tous ces gens du livre, comme on dit, qui s'occupent du livre dans une ville. Là aussi, la vie n'est pas facile. Aucun libraire n'est riche dans aucune ville de France. Le travail est long, difficile, et tous ces gens qui travaillent pour le développement de la culture sont des gens qui passent beaucoup plus de temps que le temps obligatoire. Et on les salue, parce qu'il faut un effort. Il y a des villes où il n'y a plus de librairie. Et j'ai vu la librairie hier en arrivant ici à Vichy, et je dois dire que c'est une belle librairie. Les deux librairies sont de belles librairies, que les libraires sont à leur travail, et ça m'a fait plaisir de les voir enthousiastes aussi pour cette manifestation. Alors, nous allons accueillir un invité connu par la grande majorité d'entre vous, puisqu'il s'agit d'Alain Bauer. On le connaît depuis très longtemps, Alain Bauer, d'abord parce qu'il passe très souvent à la télévision en ce moment, comme dans tous les moments où il se passe des difficultés dans le pays, où le pays traverse des difficultés. Et ça fait presque 40 ans qu'Alain Bauer est le spécialiste français qui a passé le plus de temps, le plus d'énergie et le plus d'intelligence à
poursuivre les problèmes de sécurité, d'insécurité à tous les niveaux, policière, narcotrafic. Il a fait des rencontres dans le monde entier, il est allé à New York, il est allé dans d'autres villes, regardez ce que les autres pouvaient faire, et certainement l'expert le plus, comment dire, le plus précis sur les problèmes de terrorisme, d'insécurité et de puissance des différentes mafias. Alors, on va parler de ça avec lui dans un premier temps, et ensuite, comme Alain Bauer est une personne qui ne s'arrête pas de travailler, on va parler de ses 2 derniers livres qui portent sur 2 sujets dont tout le monde parle toute la journée, en France, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout, c'est Donald Trump et la Chine. Voilà, 2 livres qu'il vient de faire paraître. On va appeler Alain Bauer. Merci beaucoup. Bonjour, Alain Bauer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être... je sais que vous ne perdez jamais votre temps, que vous écrivez en début de jour lorsque l'aube se lève et que vous avez un système d'information tellement complexe, compliqué, qui regarde le monde entier, que vous avez très peu de minutes à vous. Et je suis vraiment sensible, Alain Bauer, au fait que vous ayez pris le temps de venir ici à Vichy. Voilà. Vous avez créé une petite animation avec des missiles et des drones récemment, mais malgré tout, ils ont décidé une petite interruption de quelques heures. Pour vous. Pour vous. Alors, on va parler donc une vingtaine de minutes de cette affaire de sécurité, d'insécurité. L'insécurité, ça existe depuis toujours, partout, dans tous les pays du monde et toutes les régions. Ça, c'est ça. Mais je voulais vous interroger sur l'idée qui est actuellement dans la tête de beaucoup de gens, qui est « jamais on n'a vu ça », comme si la violence s'était décuplée ou était... Le sentiment que personne ne peut l'arrêter, que c'est une chose qui va grandir, 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 sans qu'on puisse jamais le contrôler. Aussi, autre chose qui est le fait de la jeunesse de certains adolescents, 14, 15 ans, qui tuent, qui se font tuer, et le développement à grande échelle du narcotrafic, dont on dit que certains pays ont connu un moment où le narcotrafic était devenu, dans certains endroits, aussi important que la puissance publique. Alors, que pensez-vous de cette atmosphère générale d'abord? Est-ce qu'elle correspond à une vraie réalité? Et sinon, pourquoi, si ce n'est pas la vraie réalité, comment se fait-il que cette certitude envahit 80% de nos concitoyens? Alors, d'abord, il n'y a pas d'indicateur de la violence et il n'y a pas d'indicateur de l'insécurité. Donc, faute d'indicateur, on peut avoir le sentiment d'avoir chaud et avoir froid, on peut avoir le sentiment d'avoir froid et avoir chaud. Il n'y a pas de thermomètre et la plupart de ceux qui parlent de ces questions utilisent des outils mal calibrés pour donner des résultats qui les arrangent. Que sait-on malgré tout? Malgré tout, on sait que, et c'est la première phrase de mon cours, alors vous n'êtes pas mes étudiants et je ne vais pas vous traiter comme tel, professeur mais quand même, de criminologie. Oui, mais quand même, en matière de crimes, d'insécurité et de violence, ce qui est nouveau est d'abord ce qu'on a oublié. Nous sommes des grands amnésiques, et quand on n'est pas amnésique, on est nostalgique. Donc on a des petits défauts qui s'appellent des biais cognitifs. Alors j'enseigne les biais cognitifs pour les analyses du renseignement. Ça ne donne pas toujours des résultats formidables en termes d'anticipation, mais alors pour expliquer comment ça s'est mal passé avant, c'est exceptionnellement efficace. Historiquement parlant, nous avons un indicateur à peu près fiable, et c'est le seul, qui est le nombre de morts. Depuis 1539, grâce à François Ier, nous avons un outil formidable qui s'appelle l'état civil. On sait à peu près qui naît, qui meurt, et de quoi on meurt de plus en plus. Cet outil a permis, à la fin du XIXe siècle, puis de manière plus moderne, après la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir une idée
de ce qui est le plus facile à compter, les cadavres. Le cadavre ne ment pas. Il nous donne des idées à peu près précises et souvent, on arrive à savoir comment il La mort est passé arrivée. du statut de vivant à celui de décédé. Nous sommes passés, grosso modo, d'après tous les accords entre historiens, et c'est assez rare qu'ils soient d'accord sur quelque chose, de 150 homicides pour 100 000 habitants à environ 1. Je pourrais doctement vous expliquer, et c'est le moment où a priori vous me jeteriez des tomates et des œufs pourris, que jamais notre situation n'a été aussi calme, tranquille et sûre. Et c'est à la fois vrai sur le long terme, mais ça n'est plus du tout vrai sur le court terme. Pourquoi ? Parce qu'en France, en 2012, nous avons atteint notre plus bas historique d'homicides, moins de 700. En 2025, dernier chiffre connu, puisqu'on les compte sur l'année, nous sommes aux alentours de 1000. 50% d'augmentation du nombre de morts dans un pays où on assassine peu, c'est énorme. En 3 ans. Non, en 14 ans. En 13 ans, pardon. 2012, 22, oui. 2012, Ah, 2012, 2025. Mais surtout, nous avons un deuxième indicateur qui était très mal renseigné pendant longtemps, qui s'appelle celui des tentatives d'homicide. Qu'est-ce qu'une tentative d'homicide ? Un homicide raté. Soit par l'incompétence et la stupidité des auteurs, grâce leur soit rendue, soit par l'efficacité exceptionnelle des services de secours, qu'on les remercie de plus en plus, parce que ce qu'ils arrivent à faire désormais est sans commune mesure avec le fait de « on n'y peut rien » et c'est trop tard. En matière d'homicidité, homicide plus tentative, nous avons atteint le pire chiffre des 50 dernières années en 2025. Si vous rajoutez à cela les violences volontaires, les agressions à caractère sexuel, les tentatives de règlement de compte, bref, tout le secteur des violences physiques, et je parle bien seulement des violences physiques et sexuelles, l'année 2025 est la pire année de l'outil statistique moderne. Ce n'est pas la pire année de l'histoire, faute d'outils statistiques sur le long terme, mais en période de paix, nous n'avons jamais connu une pire année de violence physique. Et la violence physique, elle pose un problème très particulier, c'est qu'elle fait des victimes. Elle fait des victimes directes et indirectes, des familles de victimes directes et indirectes, et elle provoque un élément sociologique qui s'appelle la victimation. Quand on peut se projeter sur l'idée qu'on va soi-même être victime de la même chose, alors on devient plus sensible à la question de la violence. Quand la violence, c'était agresser et violer et tuer des femmes autour de la gare de Perpignan, ça traumatisait surtout les femmes qui allaient autour de la gare de Perpignan dans le parking. Éventuellement, toutes les femmes qui allaient dans un parking souterrain. Mais ça ne provoquait pas un effet généralisé dans la vie. Quand ce qui est risqué aujourd'hui, c'est d'avoir un téléphone portable, comme il y a 43 millions de porteurs de téléphones portables, ça fait 43 millions de victimations potentielles. Comme ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est de retirer de l'argent aux distributeurs de billets, et vous noterez quand même assez curieux d'avoir créé un outil en plastique qui devait remplacer des billets de banque qu'on va malgré tout rechercher dans une banque. Parce que nous avons nos propres incohérences. Et que vous avez des centaines d'agressions, plus de homejacking et de carjacking, eh bien vous créez non pas un sentiment d'insécurité, qui est la traduction extraordinairement malheureuse du terme « fear of crime ». Et si vous avez des étudiants en anglais ou si vous parlez anglais et que vous m'expliquez que « fear of crime », ça veut dire sentiment d'insécurité, vous avez 0. Ça veut dire peur du crime. Et la peur est un élément rationnel, pas irrationnel. Et nous sommes tombés du sentiment d'insécurité, qui est un argument politique visant à nier le réel, au climat de violence, qui est un élément d'effarement et de difficulté pour une très grande partie des dirigeants politiques nationaux à admettre la réalité. Et pour ce faire, ils ont pratiqué un dispositif qui a permis la montée et l'expansion de tous ceux qui disaient que si la violence existe et vous ne pouvez pas la nier, qui a été négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous l'avez inventé. Vous regardez trop CNews ou quelque chose d'autre. Tout ça n'existe pas. Oui, mais c'est un petit fait divers, mais voilà, vous en faites des tonnes. Phase 2, quand vous êtes submergé par le nombre de faits réels que vous avez vécu, vu, votre voisin, votre famille ou le journal, vous passez à
D'accord, c'est vrai, mais c'est moins grave que ce que vous dites. Alors vous passez du statut de menteur à affabulateur, à exagérateur, ce qui évidemment vous satisfait pas. Et donc quand vous avez rencontré déjà un responsable politique qui vous dit un, que c'est pas vrai et deux, que c'est pas grave, vous décidez de changer d'interlocuteur. Et alors la phase 3, c'est d'accord, c'est vrai, c'est grave, mais c'est pas de ma faute. C'est ailleurs, à Paris, à Bruxelles, à Washington, au Pétaouchtan, sur la Lune, bref, n'importe où. Et donc vous avez face à vous un irresponsable qui nie la réalité de votre vécu. Et donc quand le réel vécu dépasse le réel connu, c'est-à-dire l'enregistrement des plaintes par des services administratifs dont l'activité essentielle est de ne pas enregistrer les plaintes, parce que du coup les statistiques seront mauvaises, ou moins bonnes que si elles étaient pires, ou que on va se faire engueuler, ou que si j'en enregistre pas assez, je vais perdre des effectifs, ce qui est le drame de tout commissaire de police ou responsable de gendarmerie, vous avez un dispositif qui est fait pour nier la réalité, ne pas prendre en compte ce que les personnes vivent, et le seul moyen qu'on a eu, c'est d'inventer un outil à part, c'est-à-dire de demander aux gens ce qu'ils ont vécu et pas seulement ce qui n'a pas été enregistré quand ils ont essayé de le déclarer. Et on avait des idées là-dessus, ça s'appelle les enquêtes de victimation, c'est né aux États-Unis, ça s'est développé un peu partout dans le monde. Il se trouve que j'ai été en charge de mettre en place la première grande enquête nationale de victimation dans le cadre d'un accord entre les socialistes et les républicains de l'époque, donc un accord bipartisan très majoritairement soutenu par le Parlement, et je les remercie de leur courage, qui a démontré que la réalité, c'était 4 fois plus que ce qu'on enregistrait. Mais surtout, on s'est rendu compte d'un phénomène extraordinairement nouveau. Qu'est-ce qu'on connaît le plus en matière d'insécurité? Ce qui nous oblige à le déclarer pour être remboursé. L'assureur, qui n'est pas par nature, pardonnez-moi s'il y en a dans la salle, un bienfaiteur de l'humanité. Pas son rôle. Les capitalistes, ils sont là pour qu'entre la prime et le dommage, ils fassent un peu d'argent. Les mutualistes, pour éviter que ça vous coûte trop cher. Et donc, ils ont inventé un espèce de forfait intermédiaire qui vise à ne pas vous rembourser au-delà ou en dessous de. Pour ce faire, il y a donc eu une sorte de gestion de la connaissance des faits, car qui va aller passer 4 heures dans un commissariat pour porter plainte pour ne pas être remboursé? Et malgré tout, savez-vous ce qui est le plus connu en matière de criminalité en France? Je vais vous donner des exemples. Par exemple, à votre avis, c'est les viols et violences sur femmes et enfants ou les bris de rétroviseurs? Y a-t-il des partisans du rétroviseur? Vous avez gagné. Entre les 2 tiers et les 3 quarts des atteintes aux véhicules automobiles, bris de véhicules automobiles, sont connus parce que assurance. Maintenant, quel est le pourcentage de violences domestiques sur femmes et enfants sexuelles connues? Pourcentage. Allez, je vais vous le faire. 50%. Qui pense à 50%? 40%? 30? 20? 10? 9? Il est plus facile d'être protégé quand on a un rétroviseur qu'une femme ou un enfant battu et violé. Parce que notre système est fait pour ne pas enregistrer les faits, car ça n'est pas un outil scientifique, mais c'est un outil politique. Dès que vous cherchez à trouver la réalité, elle vous explose en pleine figure. Et à ce moment-là, vous avez 2 options. Prendre en compte la réalité et vous adapter à la réalité. Alors vous notez, depuis MeToo, on s'adapte à une réalité sur les violences sur les femmes. La commission sur l'inceste a permis de gérer ou de prendre en compte les violences sur des enfants, des mineurs, des enfants dans des familles compliquées, etc., etc. Mais il a fallu 2020 ans, 2015 ans, 2025 ans pour que ceci soit pris en compte. Il a fallu l'affaire Pellico pour que tout d'un coup on découvre que oui, l'emprise existe, et ainsi de suite. Nous sommes horriblement en retard. Sauf que l'opinion, elle est bien plus en avance que nous. Elle vit la violence, elle la subit, elle en souffre, et elle demande une réponse politique qui arrive en général par le local et très difficilement par le national. Non pas que les politiques ne soient pas lucides, ils sont juste trouillards.
ils ont une peur panique de traiter de la question de l'insécurité. Et il faut qu'elle leur tombe en pleine figure. J'ai lu la page 1 de votre journal ce matin. J'ai compris que c'était un enjeu autant national que local. Mais ceci est né d'une accumulation, d'un effet exponentiel de nombre de faits connus et partagés, les réseaux sociaux accélérant encore la diffusion d'un certain nombre de faits. Qu'ils soient vrais ou faux, exagérés ou pas, n'est pas le problème. Le climat de violence ambiant naît d'une réalité physiquement constatée par les hôpitaux plus que par les services de l'État amène à cette situation. Donc la réponse est oui, il y en a plus qu'hier, mais non, il y en a moins qu'avant. Le avant est sur 400 ans, hier est sur 20 ans. Oui, on peut comprendre que la mémoire soit plus fidèle sur 20 ans que sur 400 ans. C'est assez normal. Donc, je déduis quand même de ce que vous venez de faire, Alain Bauer, qui est un panorama complet et très intéressant de voir les différents secteurs, que on n'est pas seulement dans l'insécurité, on est à un développement de la violence jamais connu depuis 50 ans. Bon, ça c'est quand même quelque chose, je suis très content de vous l'avoir entendu dire, parce que cette vérité-là n'est pas dite de manière aussi certaine et argumentée par beaucoup de gens. Vous pouvez penser que c'était une impression, mais non, ce n'est pas une impression, ce sont des faits. C'est un climat, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une réaction par rapport à un événement personnel, c'est une situation... Du vécu oui, c'est la réalité enregistrée et la plus facile à dénombrer, puisqu'on ne prend pas ni les chiffres de la police, ni les chiffres de la gendarmerie, ni les chiffres des plaintes, mais les chiffres des hôpitaux, et que ceci amène à considérer cela d'une manière beaucoup plus pratique et hors de toute polémique. Assez vite, Alain Bauer, la jeunesse, 14, 15 ans, 16 ans, là aussi on a l'impression que avant c'était des gars de 30, 40 ans avec chapeau qui faisaient des forfaits, mais là on voit des enfants mourir, des jeunes à peine adolescents, ou bien achetés pour tuer, ou bien tuer entre eux à coups de couteau dans les écoles, à la sortie des écoles. Alors, si vous aimez les vieux films de cinéma et que vous pouvez trouver en streaming payant, si possible, pour respecter le droit d'auteur, vous irez voir Casque d'Or, qui vous raconte une tribu d'Apaches, mais à Paris, de jeunes gens qui se surinaient à qui mieux mieux au couteau et qui étaient considérés comme beaucoup plus jeunes que les acteurs eux-mêmes, d'ailleurs. Si vous voulez voir ce que c'est qu'une ville sous emprise avec des commandos de jeunes gens payés pour tuer, ben vous allez à Marseille et vous demandez à voir Borsalino & Co, qui raconte la vraie histoire de Carbone et Spirito, qui avait mis cette ville sous coupe réglée. C'est la seule ville, d'ailleurs, qui a un kyste criminel qu'il a pris en otage depuis 100 ans. C'est le seul et unique cas français. Il y a un peu Sevran dans la banlieue parisienne, mais c'est plus aléatoire. Mais la seule où il y a une telle permanence, c'est cela. Donc d'abord, ça n'est pas nouveau, mais il faut comprendre que nous avons créé un univers qui n'a jamais existé, ni de manière biologique, ni de manière sociologique, ou ethnologique, en tout cas pour être plus précis, c'est l'univers de l'adolescence. Avant, il n'y avait aucune différence entre enfants. Le passage entre enfants et adultes était immédiat. En général, entre 10 et 13 ans, suivant les pays, entre la communion et la confirmation, au moment où on devenait un membre de la communauté parce qu'on a été reconnu comme tel par son univers religieux ou culturel ou noble. Hein. On pouvait devenir roi à 13 ans. Ça ne gênait personne. On avait juste un coadjuteur qui évitait que vous fassiez trop de bêtises en jouant au quilles et en pensant que c'était des canons, ou l'inverse. Mais sur le fond, nous avons créé un âge intermédiaire. Et cet âge intermédiaire n'a pas pris en compte les mutations et les évolutions biologiques de ceux et celles qui étaient directement concernés, puisqu'ils pouvaient procréer, être enceintes et avoir des enfants. Et donc cette question de la gestion biologique de l'âge, la question de jusqu'à quel moment on va à l'école, à quel moment on peut commencer à travailler, et surtout, nous n'avons pas réussi à le gérer d'une manière cohérente. À quel moment est-on majeur en France? Alors pendant longtemps, c'était 21 ans, puis 18 ans. Mais pas en matière sexuelle, 15 ans. Pas en matière pénale, 13 ans, voire 10. Nous avons différents âges de majorité. En matière fiscale, 25 ou 26 si vous êtes sur le régime de vos parents. Et ainsi de suite. Donc nous avons créé des âges à géométrie variable sans prendre en compte la réalité de l'évolution biologique des individus. Nous sommes revenus en fait à la normalité. Une partie importante des enfants qui n'en sont pas et de ces adolescents qui le sont devenus parce que nous l'avons décidé
mais pas parce que la nature l'a décidé, sont aujourd'hui en train d'exprimer une violence et une rage par un effet général de la société qui est désormais composé, on va dire de plus en plus, hélas, de deux catégories simples. Et en fait, ils reproduisent à la fois ce que leurs parents leur transmettent et ce qu'ils voient, plus sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les jeux vidéo, ou en tout cas dans les forums de jeux vidéo, qu'ailleurs. Il y a une catégorie PRAF et une catégorie P2R. Les PRAF, c'est assez facile, c'est les plus rien à foutre. Cette catégorie-là a décidé unilatéralement que tout était perdu, que la société était perdue, que ce que nous autres boomers, je fais partie de cette catégorie, et j'ai 12 filleuls. Moi, je suis le spécialiste des filleuls et témoins de mariage, et de divorce, du coup. Mais, parce que ça divorce beaucoup. Mais sur le fond, je sais exactement ce qu'ils me disent de leur situation. Le plus âgé a 30 ans, il est avocat pénaliste, ça tombe bien. Les plus jeunes ont 12 ans ou 13 ans. La réalité, c'est qu'ils veulent vivre intensément aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas de demain. C'est assez terrifiant d'entendre... C'est majoritaire, ça, vous pensez ? Ah, c'est unanime. Unanime. Alors, les 30 ans sont un peu moins pessimistes que les 15 ans, mais un peu moins. Et de l'autre côté, vous avez les P2R, c'est-à-dire les responsables du système politique qui a géré ce pays au niveau étatique depuis Valéry Giscard d'Estaing, qui ont pensé à la globalisation heureuse et à ce moment merveilleux où le marché allait tout régler, où nous n'aurions plus d'ennemis, il n'y aurait plus de guerre, plus d'assassinats, plus de violence, car nous allions tous consommer à outrance dans une espèce d'Erasmus géant où tout le monde s'aimerait, et qui ont découvert les dures réalités et qui n'ont toujours pas fini de le digérer. Et donc, cette catégorie de plus responsable de rien, P2R, eh ben, elle est dans une situation où elle n'est pas en mesure de répondre au désarroi, à l'angoisse, à la terreur d'une génération qui est en train de se dire, bon, on ne peut plus rien y faire, donc soit il passe à la violence en disant, je vais accélérer le processus, car au moins ça ira plus vite, et peut-être même qu'il va y avoir un rebond, donc c'est la violence, soulèvement de la terre, c'est ce type de violence-là, et puis vous en avez d'autres dont la violence se limite à, je fais mon petit coin dans mon espace, je vis intensément, je ne m'occupe plus de rien, et ni plus des autres, sauf de ma sphère très proche ou amicale, et donc il y a une destruction de ce qui est l'appareil social, ce qui faisait que nous étions une nation. Or, la France est un pays très particulier, puisque c'est l'État qui a créé la nation. Partout ailleurs, vous avez des nations-États, sauf en France. En France, l'État a créé la nation. Je racontais ça dans La Conquête de l'Ouest, un épisode précédent de ma série sur la globalisation piteuse, là, la Chine est le dernier morceau, et donc qui explique à quel point il n'y a rien de commun entre un Basque, un Breton, un Alsacien et un Corse. Rien. Sauf qu'ils sont français. Oui, mais d'où vient ce mot français ? De nos envahisseurs, les Francs, un peu boches. Je m'appelle Bauer, je peux me permettre. Mais sur le fond, nous ne sommes pas, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, parce que les Gaulois, c'est un nom qui a été inventé par les Romains, pour essayer de dire, bah, ce truc-là s'appelle la Gaule. En fait, la division du pays n'a été transformée par une appropriation collective de quelque chose qui nous était commun et qui fait qu'effectivement, il y a un esprit français, une culture française, une nation française. C'est essentiellement parce que d'autres ont dit, on va vous regrouper et vous allez à peu près parler français, à peu près être judéo-chrétien, à peu près être ci et ça a fait un immense pays qui a été à la France, plus un immense empire, qui s'est ensuite rétracté naturellement parce que la décolonisation a été un moment difficile, et que nous sommes aujourd'hui absorbés dans un débat sur l'exception française, qui n'est en rien une exception, c'est une spécificité. Mais quand l'État se retire en France, la nation se retire avec lui. Elle ne gagne pas des espaces, elle se rétracte. Et aujourd'hui, vous avez une situation très intéressante entre un morceau de la France qui vit sur le roman national, Zemmour, De Villiers, etc. C'est joli, j'aime beaucoup, ça me fait plaisir. Et l'autre qui essaye de retrouver le récit national, donc la vraie histoire de France dans sa diversité, sa complexité. Pendant longtemps, ce roman et ce récit ont vécu de manière parallèle, voire même l'un a englobé l'autre, et aujourd'hui, ils vivent de manière décalée, voire même en situation de plus en plus divisée. Est-ce que ça, je vais y arriver. Et le problème, c'est que cette division, cette opposition, voire même cette contestation de nos histoires, celle qu'on aime et celle qui est la nôtre, amène à une division profonde et à une déstructuration du pays
surtout pour les jeunes générations. Oui. Est-ce que ça n'a pas tout changé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça a permis de trouver d'autres sphères de socialisation, mais le problème, c'est pas ça. C'est l'algorithme qui est dans ça. Ça sert à téléphoner, ça sert à regarder des trucs et des verres, ça sert à s'isoler quand on en a besoin. Non, je vous dis ça parce que... Ça permet. Mais l'algorithme, lui, il crée... C'est une dépendance, drogue dure. Une dépendance, oui. Une drogue dure qui vous amène de TikTok en TikTok, et donc de TokTok en TokTok, parce que c'est quand même comme ça que ça se termine, à être dans un univers où vous n'apprenez plus rien et où vous êtes enfermé dans la confirmation permanente de votre avis initial. Par exemple, l'université, mon espace, je challenge mes étudiants. D'abord, je leur dis, quoi que je vous raconte, vérifiez tout. Je vous le dis aussi à vous. Quoi que je raconte, vérifiez tout. Parce que c'est le moment où vous allez commencer à vérifier que vous allez réanimer votre cerveau. Vous avez ici un âge plus adulte que mes étudiants. Chez eux, c'est un choc. Vous êtes obligé d'aller bosser. Et surtout d'aller vérifier des choses, parce que c'est quand même plus facile de me croire sur parole. Or, ce n'est pas juste. Il faut aller au-delà. Car la réanimation du cerveau, c'est la vérification des faits. Ça vous permet ensuite de tout vérifier, pas seulement ce que moi je raconte. Et enfin, ça permet de retrouver un espace de dialogue qui n'est pas seulement un espace d'engueulade. C'est pas j'ai raison, vous avez tort, ou vous avez raison, j'ai tort. Pas du tout ça. C'est qu'est-ce que nous pouvons nous apporter les uns et les autres. Je cherche à savoir. Dans un espace, je cherche à vérifier. À vérifier. Le début du doute, c'est le début de la sagesse. Et donc, il faut sortir de l'affirmation solennelle, une situation où, du haut de ma chair, ou une posture dominante, on dit c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est le drame de l'État. L'État passe son temps à nous envoyer des injonctions contradictoires sans s'expliquer. Si vous voulez, le moment le plus drôle, c'est le masque. Alors, personne ne porte de masque, vous noterez, hein, donc ça marche plus. Si, bravo, bravo. Il y en a un qui a voilà. On est encore dans une phase où tout le monde tousse dans le train, où on peut se transmettre des tas de trucs dans tous les sens. On est encore en train de chercher la 27e ou la 2700e évolution des virus à venir. Nous aurons une crise Covid ou coronavirus, comme on en a une tous les 20 ans, parce qu'on en a une tous les 20 ans. Mais nous avons oublié, parce que ça nous casse les pieds, que j'arrive pas à respirer. Voilà. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, ça a été, ne portez pas de masque, c'est une petite grippette. Portez des masques, c'est la fin du monde. Les mêmes. C'est le bêtisier le plus vu chez Canal, enfin chez Quotidien. Et donc ces phénomènes-là, ils ont trahi complètement la confiance que les citoyens avaient envers leur État. Parce qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de dire qu'on s'est trompé, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. Mais quand l'injonction contradictoire est toujours la même, faites, je sais, je fais à votre place, je sais à votre place, je suis le seul à savoir, et pour les 80 km/h, et pour ci, et pour ça, et pour le Covid, et pour le reste, une fois que l'État s'est trompé sur à peu près tout, qui cherche encore 20 milliards du budget de l'année dernière dont il ne sait pas ce qu'ils sont devenus, Bercy cherche 20 milliards, ils cherchent. Ils savent pas où. C'est pas qu'ils sont pas, ils ont été dépensés, hein, c'est qu'ils sont pas arrivés. Pourquoi on ne sait pas. Quand les rapporteurs du budget, le président de la commission du budget vont à Bercy pour savoir comment ils projettent le budget, ils découvrent qu'ils sont ça sur format Excel avec un crayon noir et une feuille en papier. Bon, on est en 2025, quoi. Un petit moment, la modernité, l'IA même. Je veux dire, ils peuvent, je sais pas, utiliser leur téléphone pour une fois. Ces problèmes-là, ils ont cassé la confiance. La confiance amène mécaniquement à un renfermement et à une incapacité à aller chercher chez les autres des informations ou des éléments. Le fait d'aller vérifier les faits est le début du retour à quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on peut y faire. Est-ce que ce n'est pas le cas un peu partout aussi, hein, parce que dans d'autres pays, c'est un peu... Cette tendance-là existe. Cette tendance-là... Oui, mais la France est le seul pays où l'État a tout voilà, fait et à dit ce qu'il rôle, fait tout. Partout rôle. Ailleurs, la décentralisation et les problématiques locales amènent à ce qu'il y ait une sorte de proximité. Qu'est-ce qui fonctionne encore en France? Les élus locaux. Mais par défaut. Ce n'est pas parce que l'État les aime. C'est parce qu'il s'est rendu compte que c'est le dernier élément qui permettait à des élus qui sont aussi des agents de l'État, c'est très particulier la France, hein, de ce point de vue-là, qui sont officiers d'état civil et soi-disant officiers de police judiciaire, très partiellement et avec parcimonie, où on dit en fait, tout ce qu'on ne sait plus faire, vous allez le faire. Tiens, monsieur le maire, votre police municipale, vous la doublez ou vous la triplez? Sans subvention, hein, pas rigoler quand même. Voilà, ça fait partie de la manière dont l'État se défausse quand il ne sait plus comment faire. Il a trouvé le dernier élément qui permet à une communauté de subsister,
c'est justement décentralisé, la partie locale. La partie locale. Bon, juste, mais très vite, hein, en quelques phrases, narcotrafic, c'est un danger dont on sait les dégâts qu'il a fait dans divers pays, notamment d'Amérique latine. Est-ce qu'en France, c'est quelque chose qui peut un jour atteindre des proportions que l'on n'imagine pas aujourd'hui? Alors oui, d'abord parce que la commission d'enquête sur le narcotrafic qui était présidée par Étienne Blanc et un sénateur socialiste de Bourgogne, dont on va me revenir, a fait un remarquable travail, vraiment remarquable. Enfin, on était en 2025. Hein. La plupart de mes collègues et moi-même expliquons depuis 25 ans à peu près qu'on a un petit sujet avec l'implantation, l'enracinement et le développement du narcotrafic. Deuxièmement, je racontais l'autre jour à un grand élu régional que la dernière fois où la French Connection a été démantelée en France, c'était dans une usine de production à Chambon-sur-Lignon. Comme quoi, le fait que ça soit installé dans des petites villes qu'on ne voit pas n'est pas nouveau. C'était il y a 50 ans. Mais je veux dire par là que les problématiques sont toujours répétitives, même si on oublie. Là, le problème que nous avons, c'est que pour la première fois, nous n'avons pas seulement un narcotrafic avec du cannabis, avec un taux de tétrohydrocannabinol qui n'a jamais été aussi élevé, qui fait qu'il n'y a plus de drogue douce, il n'y a plus que des drogues dures, etc., etc. C'est pour la première fois que nous avons une vraie mafia en France. Nous n'en avons jamais eu, jamais. La mafia avait peur de l'État, elle a fait une tentative avec les Italo-Grenoblois dans les années 70, 40 morts plus tard, ils ont considéré qu'il fallait s'arrêter. Partout ailleurs, nous avons des criminels plus ou moins éclairés, des groupes criminels plus ou moins éclairés, plus ou moins développés, nos amis corses, nos amis marseillais, etc. Mais ils étaient restés sur leur univers spécial, ils avaient des petites relations avec la banlieue sud, parfois, etc. Là, non. La DZ Mafia, la Gizair Mafia, qui est donc la mafia algérienne, c'est son nom, qui s'est installée à Marseille, a décidé de s'implanter, de se développer et de remonter le couloir rhodanien, de prendre le contrôle intégral de l'ensemble des productions par une situation qui ressemble plus à un cartel sud-américain qu'à une mafia, je le précise quand même, mais avec des éléments qui sont moins l'initiation comme Cosa Nostra, mais plus tu es chez nous et tu ne sors que par les pieds devant comme Cosa Nostra, avec des accords locaux et des prises de contrôle sanglantes. On le voit à Valence, on le voit, je ne parlerai même pas d'Avignon, bref, en remontant. Et pour la première fois, et c'est très surprenant, Nîmes. Ils ont réussi à se connecter, Nîmes bien sûr, avec une partie de la banlieue lyonnaise, mais surtout, ils sont remontés jusqu'à la Belgique et il y a un accord inédit entre la Mokro Mafia, la mafia marocaine, et la Gizair Mafia, la DZ Mafia, la mafia algérienne, pour contrôler l'ensemble du marché nord-sud, avec une confrontation avec l'État, des attaques contre des policiers, des magistrats, des agents pénitentiaires, des attentats contre des prisons, des menaces dans le cabinet du ou surtout de la juge d'instruction devant le greffier et les deux gendarmes expliquant qu'on va lui faire la peau, qu'on sait où elle habite, etc. Des choses qui n'étaient jamais arrivées. Certes, nous avons eu 2 magistrats assassinés en France pour des raisons très particulières, les juges Bertrand et Renard, chaque fois pour une problématique individuelle de règlement de compte avec un individu du crime organisé. Là, il y a une confrontation structurelle avec l'État. Nous sommes aujourd'hui entourés d'au moins 2 narco-États, la Belgique et les Pays-Bas, ils le reconnaissent eux-mêmes, d'un narco-État en devenir, c'est-à-dire la frontière avec Perpignan et donc la frontière Espagne. Barcelone, c'est Catalogne. La Catalogne, merci. Nous sommes submergés dans l'ensemble des Antilles, submergés. La Polynésie est en train de devenir un hub. La Réunion pose des problèmes très particuliers avec des augmentations massives du taux d'homicide qui atteint des degrés inédits. À côté, la Corse est quasiment un endroit tranquille, c'est vous dire. Donc il y a un phénomène aujourd'hui de transformation. Et oui, le narcotrafic aujourd'hui devient peu à peu l'ennemi majeur de l'État en tant qu'État et pas seulement en tant qu'organisation criminelle décidant de faire son business. Vous avez dit Belgique, État narcotrafic? Oui, bien sûr. Ah bon? Il faut écouter les Belges. Hein. Moi, j'écoute les magistrats belges, ils disent, nous, on est devenu un narco-État. C'est une impression Ah non, je crois que c'est plutôt un narco-État. Une activité professionnelle. Un narco-État. Les Pays-Bas ont été obligés de protéger leur Premier ministre et leur famille royale des capacités de représailles de la Mokro Mafia. Quand vous en êtes à cacher votre roi, votre reine et votre Premier ministre, c'est un petit sujet quand même. Alors,
Vous avez écrit un livre sur Trump, le pouvoir des mots. Contrairement à d'autres, je voulais quand même le dire, beaucoup de gens parlent de Trump sans l'avoir jamais vu, vous l'avez vu. Oui. À New York, Oui. il y a quelques années. Et il était promoteur immobilier, c'était après les attentats, et à l'époque, il était démocrate. Ça m'étonne qu'il ait changé d'avis. Je suis étonné. À l'époque, il voulait être maire de New York, virgule, sénateur de New York, virgule, vice-président des États-Unis et peut-être président des États-Unis. Et la question de savoir sous quelle étiquette était assez secondaire, comme souvent aux États-Unis d'ailleurs. Bon, ça n'a pas bien marché et in fine, il a choisi les Républicains. Alors, enfin, il n'est pas membre du Parti républicain. Oui, Je précise par ailleurs. Hein, il s'en est emparé sans voilà. Devenir membre, par le côté. Vous savez, en gros, comme vous êtes très informé, ce que les Français pensent de Trump en général. La majorité pense que c'est un type d'une brutalité insensée, que son appât du gain est surdéveloppé, que c'est quelqu'un qui change d'avis assez souvent. Et donc, c'est plutôt un personnage inquiétant lorsqu'on sait que c'est le président du pays le plus puissant du monde. Si c'était un petit émirat dans un coin, ça irait, mais quand ce monsieur a une telle importance mondiale, évidemment, les défauts aperçus sont inquiétants. Est-ce que, dans ce que pense la majorité des Français, des gouvernants et des gens, est-ce que le portrait qui en est dessiné correspond, de près ou de loin, à ce qu'il est vraiment ? Alors, le problème, c'est qu'il y a deux Trump. Et en fait, nous sommes fascinés focalisés par un seul. Fascinés par le Trump provocation, sidération, émotion, déluge de moraline, et on ne regarde pas l'autre. Rationnel, organisé, structuré, qui sait où il veut, et à la fin, il faut qu'il y ait un deal. Les deux existent. Organisé, les deux organisé et structuré. Totalement. De Trump. Dans le livre, d'ailleurs, j'explique d'où il vient. Oui, c'est pour ça. Trump commence par être un promoteur immobilier, tout ce qui est plus normal, il veut faire du fric. Pardon, un promoteur immobilier qui deviendrait, je ne sais pas, humaniste social, c'est rare. Il doit y en avoir, hein, en cherchant bien, mais sur leurs vieux jours. Lui, non. D'abord, il veut se faire un prénom. Son père, Fred, l'aime pas énormément, lui a filé suffisamment d'argent pour qu'il s'amuse et qu'il développe, voilà, mais il veut faire de l'argent. Et l'idée de faire de la politique va lui arriver tardivement. En 1987, c'est dans le livre, d'ailleurs, j'ai mis la copie, il achète une page de journal, une page, dans le New York Times, $100 000 de l'époque, c'est pas mal, qui explique grosso modo comment il faudrait changer la politique étrangère des États-Unis. Et à l'époque, il s'attaque au Japon, qui est en train de tailler des croupières en matière de voitures, de magnétoscopes. Alors nous, on arrêtait les Japonais à Poitiers, hein, Michel Jobert, tout seul avec ses petits bras, lui avec le journal, et on se dit, ah, Trump a une ambition politique. Il se passe quelque chose dans sa tête. Et ensuite, il va découvrir la télé-réalité avec The Apprentice, et il va devenir un héros de la télé-réalité. Et il va apprendre des choses. Et surtout, il va rencontrer Roy Cohn. Roy Cohn, c'est l'avocat de son père, qui va devenir son mentor. Roy Cohn, si vous regardez les vieux films d'archives, derrière Joseph McCarthy, dans la commission de lutte contre les activités anti-américaines, pas les meilleurs moments de l'histoire des États-Unis, il y a un jeune homme très mince, très ascétique, qui est derrière Joseph McCarthy. C'est Roy Cohn. C'est l'avocat qui met en scène le McCarthyisme. Roy Cohn devient un excellent avocat d'affaires, et il va structurer la pensée de Donald Trump. Alors ça, c'est page 19 du livre. Autour de quelle... 5 règles simples. 1, tu as toujours raison. Quand tu as tort, tu as raison. 2, tu gagnes toujours. Quand tu perds, tu gagnes. 3, tu dois saturer l'espace médiatique. Quoi qu'il arrive, on ne parle que de toi. 4, tu dois avoir un réseau absolument formidable. Et 5, la structuration générale de l'ensemble te permet de... Trump fait ça. Mais il fait ça en inventant quelque chose de nouveau, la télé-réalité politique. Il apprend de la télé-réalité 1, de Roy Cohn 2 et de son parcours personnel d'entrepreneur 3. Il va faire un conglomérat et après il va se dire comment j'arrive à me faire élire. En 2000, il publie un remarquable ouvrage, The America We Deserve, l'Amérique que nous méritons, parfaitement bien écrit, avec aucun gros mot, rien qui dépasse, et qui est son programme électoral de quand je serai président.
Alors je précise, tout le monde se fout de la gueule de Trump en 87, tout le monde s'amuse beaucoup de The Apprentice, The Art of the Deal, qui est le livre qui est entre les deux, raconte comment arriver à un bon deal qui est quand tu as plus de jetons à la fin qu'au début. Et The America We Deserve fait un flop absolument remarquable. Sauf pour Trump, qui est l'effet cumulatif de toutes ces expériences-là. Arrive le moment où Donald Trump se rend compte qu'il y a désormais deux Amériques. Une Amérique des côtes et une Amérique du milieu. Une Amérique du Pacifique et une Amérique de l'Atlantique, en pleine rénovation, en pleine révolution, en pleine technologie, en plein investissement, en pleine modernisation, en pleine urbanisation, et qui est ultra archi-démocrate, avec un truc bizarre entre les deux qui va se rattraper, qui s'appelle le Texas, mais qui lui est très pétrolier, donc qui sauve la mise, même s'il n'a pas investi dans les nouvelles technologies, ce qui n'est pas le cas ni de la côte Est ni de la côte Ouest, et puis la Rust Belt et la Bible Belt qui est en train de mourir. Et cette Amérique-là ne veut pas mourir. C'est l'Amérique des films, c'est l'Amérique des westerns, c'est l'Amérique de Main Street, c'est l'Amérique, voilà, c'est l'Amérique qu'on voit dans toute la production américaine qui est le cœur de ce qu'ils imaginent être leur pays. Et il va parler à cette Amérique-là. Et pendant que les démocrates parlent aux woke, c'est-à-dire aux super éveillés, aux trans, à l'évolution de la société, etc., à la diversification, etc., lui, il parle à ceux qui sont perdus. Alors que personne ne leur parle puisqu'ils sont désormais perdus. Donc perdus, ils vont disparaître. On ne va pas s'en occuper. Et quand Mme Clinton ne fait même pas campagne dans les 3 États qui la font perdre, qui sont des États ouvriers, industriels et archi-démocrates, et qu'elle est battue de 10 000, 15 000, 20 000 voix, elle n'est pas battue par une manipulation électorale, elle n'est pas battue par l'IA, elle n'est pas battue par les Russes, elle n'est pas battue par... Non, elle est battue par elle. Elle n'y a pas été. Sa principale collaboratrice, une de ses très proches, me dit, juste après la défaite, elle me dit, tu te rends compte, je travaille à Los Angeles, j'habite à New York, je me suis enfin rendu compte qu'il y a quelque chose entre les deux. Bah oui. De loin, tu vois moins bien. Et donc, tout d'un coup, toute cette Amérique-là vote Trump. Et les démocrates ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, à part le candidat Biden, qui, la fois d'après, va faire campagne dans toutes. Et que va-t-il se passer? Lui-même va regagner ses États de 10 000, 15 000, 20 000 voix, plus la Géorgie, qui est la surprise du chef. Et Mme Harris va refaire une campagne comme Mme Clinton, la même. Et rebelote, mais sauf que là, c'est une défaite totale. Pour la première fois depuis un demi-siècle, un républicain gagne en voix et en grands électeurs. Un désastre. Le Sénat, le Congrès, on ne parle même pas de la Cour suprême. Donc tous ces éléments-là se cumulent pour donner cette victoire. Et donc Donald Trump, il comprend qu'il y a donc 2 langages. Ce n'est pas un double langage, c'est un langage double. Il pense la même chose, mais il ne le dit pas de la même manière. En privé, et il est charmant, aimable, il invite le rédacteur en chef de The Atlantic à 4h du matin. Il l'appelle en disant « Viens me voir à la journal d'opposition. » Il le déteste. Il l'insulte à longueur de tweet. L'autre ne s'en remet pas, il pense que c'est une blague. Il le rappelle vers 6h. « Non, non, mais viens me voir. » 33 pages, il raconte ça. Il raconte sa visite en 33 pages. Petit four, gâteau, petit thé, un Trump absolument charmant et sympathique qui lui fait la visite, qui le traite avec les honneurs dus à son rang. L'autre, il sort de là halluciné, se demandant s'il n'a pas pris un produit interdit. C'était peut-être pas du sucre. Même chose, il reçoit le New York Times, fake news, tous les jours, New York Times. Il reçoit 4 journalistes. Au plein milieu, il y a un coup de téléphone du président colombien. Il dit « Non, mais restez, vous allez voir comment je fais. » Bon, vous n'en reparlerez pas, mais les autres font, je sais pas, 60 000 mots, un article de 60 000 mots, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça, ils ne peuvent même pas l'imprimer dans le journal pour raconter qu'ils ont vu un autre Trump. Mais ce n'est pas un autre Trump, c'est le même Trump. Pendant qu'il y en a un qui nous provoque, qui nous sidère, qui nous énerve, qui nous agace, qu'on psychiatrise à distance, à longueur de journaux, en bons Européens qui pensaient exactement la même chose de Ronald Reagan, pensant que c'était un comédien de catégorie B absolument nul, l'autre Trump est en train, de manière très rationnelle, de nous piquer notre portefeuille.
Et il le fait avec une détermination remarquable. Et alors, quoi que vous pensiez de Trump, et vous pouvez en penser le pire, car effectivement, ce n'est pas un gentil garçon. Il est violent, il est dur, etc. Mais ça, c'est le Trump combattant. Après, vous avez le Trump diplomate. Et vous l'avez dans le livre. Alors, je vous ai mis des morceaux du Trump sympa, cultivé, rationnel, des morceaux du Trump totalement à la ramasse, entre digressions et divagations, harcèlement, menaces, insultes. Et puis, vous avez même des Trump doubles, le même en un seul discours, à l'ONU. Trump à l'ONU, il arrive et vous avez droit à 20 minutes sur l'escalator qui est en panne. Bon. Ensuite, vous avez 20 minutes de politique internationale parfaitement carrée. Puis, vous avez « Ah, le prompteur est en panne. Il n'y a rien qui marche ici. » 20 minutes de digression. Puis, il reprend le rythme sur 20 minutes de politique internationale. Puis, il dit « Ouais, le marbre ici, c'est quand même de la merde. Si moi, j'avais construit cet immeuble, et on a droit à 20 minutes de digression. » C'est le même Trump. Mais qu'est-ce qui est important dans ce Trump ? L'escalator, le prompteur et le comble en chien, ou le Trump qui vous dit, alors l'ONU c'est fini, ma politique internationale c'est ça, et qui vous fait 6 mois plus tard son ONU à lui. Sauf que nous sommes tellement fascinés, sidérés, obnubilés par le Trump provocateur qui est très exactement ce qu'il veut faire, que nous ne voyons pas l'autre. Est-ce que vous pensez que ce garçon-là, dont vous venez d'expliquer la double face, est la face double. Face double. Exact. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait confiance pour prendre des décisions qu'il faut lorsqu'on a son niveau de responsabilité? Moi, je ne suis pas citoyen américain, même si j'y réside beaucoup. Je n'aurais sans doute pas voté pour lui si j'étais électeur américain. Mais je dis, à la fin de l'histoire, est-ce qu'il a plus de jetons qu'au début? Et vous pouvez prendre toutes les phases du Trump depuis sa première élection, et à part sa défaite et sa tentative de coup d'État, là, qui est une pulsion. Ah oui, non, pas quand même. Mais enfin, vous notez qu'il n'a jamais été condamné, les poursuites ont été abandonnées, et il se trouve que le peuple souverain vient de résoudre un problème majeur, c'est lui dire « je te réélis quand même ». Et puis dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'élection 1. Précédente. Oui. Voilà. Donc il se passe quand même des choses. Et ce n'est pas lui qui est au pouvoir au moment de l'administration Biden. Donc on peut dire que c'est une vraie, nette et claire victoire. Un choix, oui, bien sûr. Alors, même en France, la justice juge au nom du peuple français. Ce n'est pas la justice divine. Donc, moi, je n'ai pas de problème de confiance ou de pas confiance. Je regarde ce qu'il veut et là où il va. Et il y a 3 semaines, enfin en janvier, quand il y a la révolte iranienne, 30 000 morts estimés et à peu près autant d'autres en prison, tout le monde hurle en disant « Les Américains ne font rien, ils n'interviennent pas, c'est horrible, ils les laissent se faire massacrer. » Bon, 2 mois plus tard, Trump fait « Ah, c'est horrible, c'est illégal, c'est scandaleux. » Je veux dire, nous n'avons aucune cohérence. Nous sommes devenus un espèce mou et moralisateur qui ressemble un peu à la guimauve. C'est mou et ça colle. Vous faites du Trump, là. Non. Si. Trump, il vous dirait ça de manière très grossière. Vous faites du Trump. Très grossière. Un peu. Non, moi je suis pour un État fort parce que c'est mon côté gaulien sur le retour. Est-ce que ce n'est pas un problème qu'un président fasse que jamais une rencontre ne se passe avec quelqu'un, privé ou public, sans que sa poche s'élargisse? C'est-à-dire qu'il y a un mélange de fortune personnelle agrandie de manière importante pour sa famille, pour ses amis, pendant qu'il traite des affaires d'État. Voilà. Est-ce interdit aux États-Unis? Pardon? Est-ce interdit aux États-Unis? C'est un pays où il n'y a pas de conflit d'intérêts. Le privé finance le public depuis toujours. L'installation du président des États-Unis est payée par le privé depuis que les États-Unis existent. Le financement de la vie politique est purement privé, sans limite. C'est un point de vue de Français francophone. Mais ce n'est pas un point de vue d'Américain. Oui, mais on s'en fout. Vous n'êtes pas citoyen américain. C'est leur problème à eux. C'est leur législation. Oui, mais enfin, on a le droit d'avoir un regard sur... C'est un regard de moraliste. Non, un regard de constatation. Non. Ça, c'est de la moraline. Vous êtes dans la moraline, comme nous tous, parce que nous aimerions bien qu'ils fonctionnent comme nous. Mais on est les seuls à fonctionner comme ça. Vous trouvez normal qu'un chef d'État fasse attention? Est-ce que la législation américaine l'interdit? Oui ou non? Non. Donc, je vous le dis. Voilà. La législation américaine ne l'interdit pas. Il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout. Le concept de conflit d'intérêt n'existe pas de ce point de vue. Il n'existe juste pas. C'est pas bien, hein? Oula, moi je suis pour qu'il y ait tout ce que vous voulez, mais c'est pas chez eux.
Voilà. Quand je vais aux États-Unis, la première chose que j'ai fait, c'est apprendre le code pénal. Je peux vous dire, ça m'a changé la vie, parce que ça n'a rien à voir. Puis État par État, plus le fédéral. Voilà. Maintenant, je suis à jour, parce que j'enseigne aux États-Unis la criminologie, ce qui nécessite d'avoir une vague culture de la législation. Ben, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. C'est comme ça. Voilà. C'est comme quand vous regardez trop de feuilletons télévisés et que vous demandez un mandat de perquisition et que vous appelez le juge votre honneur. Vous voyez, ça les fait beaucoup rire. C'est pas comme ça que ça marche. Mais alors, je pose la question autrement. Pose la question autrement, à l'inverse. Est-ce que quelqu'un, en tant que chef d'État, qui négocie et qui ferait passer ses intérêts personnels avant les intérêts de son pays, ça a un sens? Aux États-Unis? Non. C'est en aucun. Non, je suis désolé. Hein. J'aimerais bien. Hein, non, parce qu'on parle d'un chef d'État dont la fonction première est de protéger les intérêts de l'État. Non, c'est pas ça. La fonction première du président des États-Unis est d'être président des États-Unis, d'exercer son mandat dans les limites du pouvoir que la Constitution lui donne. Et alors, son équipe de juristes est une des meilleures des États-Unis, ce que les démocrates viennent de découvrir à leur détriment, parce que sur la question de l'avortement, ils ont été d'une lâcheté totale. Ils auraient pu l'inscrire dans la loi, ils ne l'ont jamais fait. Ils avaient tellement peur de leurs électeurs. Maintenant, c'est les républicain qui ont peur de leurs électeurs, parce que les femmes républicaines, parfois, partout où il y a un référendum, votent pour le droit à l'avortement. Voilà. Quand on va au peuple, il ne faut pas avoir peur du peuple. Et quand on critique les populistes, en général, les populistes existent parce que les autres ne parlent pas au peuple. Quand on parle au peuple et qu'on lui dit bah, « écoutez, la vie est compliquée, je me suis trompé » ou « voilà, vous avez plusieurs options », quand on ne méprise pas la population, ça marche bien. Pourquoi Trump est populaire? Là, il est impopulaire sur la guerre en Iran. On va voir ce que ça va donner, d'ailleurs, en termes électoraux. La raclée qu'ont pris les Républicains au mid-term, vous savez, l'élection qui a lieu non pas 2 ans après l'arrivée au mandat, mais il y a des élections tous les ans aux États-Unis à peu près. Le mois dernier, il a perdu des élections importantes. Ils ont perdu des sièges, dont un siège républicain qu'ils n'avaient jamais perdu depuis que le siège existe. Voilà, ça fait plus de 150 ans. Donc l'électeur va trancher. L'électeur républicain va trancher. Où va cette guerre? J'en sais rien. Est-ce qu'il va renverser l'électorat? Quand il a lancé l'opération Venezuela, les 2 tiers des républicains étaient contre. 3 jours après, les 2 tiers des républicains étaient pour, parce que ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Ce qui n'est pas le cas. Donc l'opinion est versatile. Mais dans la réalité, on ne sait pas où on va ni comment on y va. Mais rien de ce que fait Trump aujourd'hui n'a été sanctionné, sauf une chose, la politique des tarifs douaniers, où la Cour suprême a dit là, vraiment, c'est trop. Et le lendemain, l'équipe juriste de Donald Trump a dit il n'y a aucun problème. 2 autres articles de la loi fondamentale, des lois fondamentales, nous permettent de le faire pendant 150 jours. Et donc, on va faire comme si de rien n'était, mais cette fois en appliquant la loi et pas seulement le pouvoir exécutif. Car la loi américaine donne au président des États-Unis des pouvoirs immenses, y compris celui de se remplir les poches. Bon, ben c'est une nouvelle démocratie, donc je ne sais pas s'il faut saluer, au point de saluer. C'est voilà. La leur. C'est ça le. C'est la leur. Je comprends ce que vous dites, mais on peut imaginer que ça présente quelques défauts quand on est quelqu'un de. Il n'y a pas de problème. Certains vous expliqueraient que la Ve République c'était une horreur. François Mitterrand voulait la supprimer avant de bénéficier de quelques avantages. Exactement. Ça a été le premier à la conforter. Il nous reste vraiment 5 minutes maximum. Ouais. La Chine, c'était le pays qui a permis à toute l'Europe, aux États-Unis et au monde entier de vivre mieux en payant 2 fois moins cher que ce que c'est. Vivre mieux, je n'irai pas jusque-là. Payer 2 fois moins cher, absolument. 2 fois moins cher, c'est-à-dire vivre. Oui, mais enfin, au détriment des usines, des travailleurs et de ceux qui avaient permis à notre pays, et pas seulement, d'avoir une souveraineté industrielle. Voilà. Quand Valéry Giscard d'Estaing, dans les années 70, décide que le moment est venu de la globalisation heureuse, c'est la désindustrialisation, c'est la marchandisation, c'est l'idée que chacun va faire ce qu'il sait bien faire le mieux, nous la haute technologie, voilà. Ça c'est grâce à Georges Pompidou et au général de Gaulle, mais il ne remet pas en cause Ariane, Diamant qui deviendra Ariane, Airbus, etc. Mais en même temps, tout le reste, l'acier, le textile, etc. Heureusement, on va sauver provisoirement l'automobile pour cette période, et puis tout le reste, on sous-traite, on délocalise et on globalise. Sauf que les Chinois, c'est un immense empire d'ingénieurs. Ils comprennent tout, ils envoient leurs ingénieurs, essentiellement en France, je le raconte d'ailleurs. Sur les terres rares, c'est un ingénieur venu chez nous qui a créé l'empire des terres rares chinois, auquel nous prions tous les matins qu'il ne nous coupe pas le robinet, et ainsi de suite. Donc on a un pays qui a vécu une humiliation terrible au moment de la guerre des Boxers, et des fameux 55 jours de Pékin. Alors,
le film est joli, mais il est très très romancé, hein, c'est très hollywoodien. Mais en fait, nous envahissons la Chine, tous les pays occidentaux réunis pour la seule et unique fois de leur histoire. D'habitude, on se bat les uns contre les autres pour imposer le commerce de l'opium quand même. Hein. À l'époque, le principal dealer national, c'était le Trésor public en France. Vous lirez ça dans le Dragon domestique de Bachmann, qui fort heureusement va être réimprimé. Et donc, vous avez un pays qui vit le sac du palais d'été. Normalement, au bout de 3 minutes avec un Chinois, le sac du palais d'été remonte, tout seul. Ouais. Et puis après, vous avez le bon moment à Général de Gaulle, formidable. Donc ça sauve. Les Anglais n'ont pas cette chance. Et donc, peu à peu, vous avez un pays qui va se reconstruire. D'abord, en devenant effectivement l'usine du monde, en copiant et en faisant à bas prix et de mauvaise qualité des produits qui vont tuer l'intégralité de notre système de fabrication. Puis, en copiant et en innovant, car ce sont des ingénieurs qui n'ont pas besoin de copier pour innover, ils créent les conditions d'eux, et puis ils prennent la main sur le solaire, sur les batteries, sur les terres rares, et pas seulement sur les voitures électriques. Et pendant ce temps-là, dans notre folie purement moraliste, les voitures diesel, c'est mal. Le mazout, c'est mal. Donc on dit, bon, on va faire vivre l'électrique, mais est-ce qu'on les produit? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On les importe. Très bien. Quand il y a un Gus qui fabrique 50 millions de voitures, vous pensez qu'il vous les fait payer combien les autres? C'est comme un livre. La première page du livre coûte très cher. La 112e, plus rien. Quand vous avez un exemplaire, il vaut les yeux de la tête. Quand vous en vendez 100 000, ça n'est pas encore arrivé, mais je ne désespère pas grâce à vous, ça vaut beaucoup moins le 100 millième, parce qu'il y a une réduction résiduelle. Ouais. Quand ils vous exportent des choses, parce qu'ils se sont créés un marché que nous les avons aidés à créer avec nos propres logiques de formation, et c'est ce qui nous reste, notre chance. Notre système de formation continue à exporter massivement des cerveaux partout ailleurs, sauf chez nous, parce que nous n'avons pas de système de financement qui permet aux cerveaux de pouvoir développer leur propre start-up. Ça, c'est quand même un truc formidable. Et d'être payés à la hauteur de ce qu'ils sont payés ailleurs. Et payés à la hauteur de ce qu'ils sont payés ailleurs. Parce que vous allez aux États-Unis, dans la Silicon Valley, vous pouvez parler français, manger français, des croissants pas trop mal et du café qui se boit. À Dubaï, en tout cas à Abu Dhabi, la même chose. En Chine, ils vous racontent tous qu'ils ont été formés en France. L'essentiel, pas tous, beaucoup aux États-Unis. Donc, vous vous rendez compte à quel point nous avons créé un monstre industriel qui est en train de devenir un monstre militaire, parce qu'au moment de Tiananmen en 1989, nous n'avons pas poussé à la démocratisation de la Chine. Il y a eu 2 mois d'incertitude à l'intérieur du Parti communiste chinois, par peur du chaos par rapport à cet immense pays, puissance nucléaire, comme nous avons fait d'ailleurs par peur du chaos au moment de la Russie. Nous avons hésité. Nous payons le prix de notre lâcheté et de nos hésitations. Nous le payons d'un point de vue militaire, nous le payons d'un point de vue industriel, nous le payons d'un point de vue technologique, et c'est une partie des problèmes que nous avons, de nous rendre compte, comme le disent la marine des États-Unis en décembre dernier, nous sommes désormais égalés et bientôt nous serons surpassés. Fin de citation. Et ça va être le cas, forcément. Si l'US Navy le dit, vu l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, je le crois, oui. Bon, que penser de tout ça, hein? Il y a toujours un moment particulier dans l'histoire de notre pays qui peut être vigilant, qui peut être résilient, mais on a un avantage. Au pire moment de notre histoire, de manière récurrente, il se passe quelque chose. Quelque chose, hop. Non, pas comme ça, non, plutôt comme ça. Oui, comme ça. Oui. Mais pas comme ça. Ça ne vient pas du haut, ça part du bas. Et il y a un moment qui s'appelle résistance. C'est une curiosité. Tu penses que voilà, tu as des braves d'un côté, des PDR de l'autre, mais en même temps, quand tu leur parles, ils demandent tous que quelque chose agrège un mouvement qui soit résistant. Pas toujours révolutionnaire, parfois violent. Il y a une espérance, disons. Une volonté. Oui. Et la volonté, elle demande qu'à s'exprimer. Alors, 15 jours avant Jeanne d'Arc, personne ne savait qui c'était. 15 jours avant De Gaulle, c'était un petit capitaine qui écrivait sur les chars d'assaut et on n'y croyait pas des masses. 15 jours avant Bonaparte, il était gentil, l'artilleur, mais enfin, il ne fallait pas en faire plus. Il était en Égypte. Oui, il y a des moments comme ça, et moi je crois à la capacité de résistance citoyenne d'un pays, y compris justement chez les jeunes, parce que les jeunes, ils s'engagent dans des mouvements parfois violents, parfois difficiles, parfois que je condamne ou que je conteste, mais il y a une volonté de faire quelque chose, y compris dans l'idée de vivre intensément parce qu'il n'y a pas d'espoir. La vie intense dans il n'y a pas d'espoir peut créer un espoir. Et moi je crois à une résistance citoyenne, mais la résistance citoyenne, elle vient du bas.
elle ne viendra pas du haut. Tous ceux dont je suis parlé venaient du bas. Ils n'étaient pas nés, ils n'étaient pas des héritiers. C'était des agrégateurs de la volonté populaire et de la volonté citoyenne. Ça durait ce que ça durait, mais chaque fois, ce pays a été sauvé, pas seulement de l'autre d'ailleurs. On peut parler de la même manière des États-Unis ou d'une partie d'autres pays qui ont eu cette chance d'avoir ce mouvement social. Et pour ça, il y a un instrument formidable, plus efficace que n'importe quelle violence, que je vous recommande d'utiliser à bon escient, le bulletin de vote. Merci beaucoup, Alain Bauer. Vous êtes très intelligent, Alain Bauer. Vous savez comment parler à une salle, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en ferez, mais vous savez parler à une salle.